RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Salut à toutes et à tous, c'est la rentrée pour De quoi je me mail. Quel plaisir sincèrement de vous retrouver après ces quelques semaines de congé. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette rentrée se profile bien, même si elle nous paraît quand même un peu bizarroïde pour nous tous. En tout cas, De quoi je me mail, toute actualité des nouvelles techno, vous le savez, le dimanche matin sur RMC, mais aussi sur 01 TV, la chaîne sur les box, sur le web, sur YouTube et sur 01nettv.com. Ça repart, vous le savez, on se retrouve tous les week-ends. Et pour ce dernier week-end d'août, l'actualité elle est plutôt chargée. Tout à l'heure, je recevrai Guillaume Berlemont, qui est le directeur de la branche mobile de Samsung France. Avec lui, on évoquera toutes les nouveautés Samsung qui ont été annoncées ces dernières semaines, avec notamment le nouveau Galaxy Note 20, mais aussi une tablette, mais aussi une montre, des buds. On va parler de 5G. Et puis, on va parler aussi de cette crise sanitaire. Comment Samsung a été impacté par cette crise sanitaire, même en matière de vente de smartphones, mais aussi pour ce qui est de la fabrication des smartphones. Eh bien, vous verrez que la machine de guerre Samsung a tourné à plein régime. Ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous laisser vos petits messages, nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail, qui grossit même cet été. Vous étiez très nombreux à la rejoindre, donc continuez. Et puis, bien sûr, le hashtag DQJMM sur Twitter. Ravi d'être là avec vous. C'est parti pour De quoi je me mail. Et on commence par le club de la presse IT. Il est rentré de vacances, c'est peut-être le seul. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est avec nous. C'est Emmanuel Paquette que je suis ravi d'accueillir. Salut Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express. Voilà, on va ensemble nous intéresser à l'actu tech de la semaine, mais même de ces derniers jours, de ces dernières semaines, qui a été très mouvementée. Encore une fois, on va parler de Fortnite, on va parler de TikTok, on va parler aussi de cette folie de la 5G et de Huawei qui pénalise certains opérateurs comme Bouygues SFR notamment. Mais pour débuter, on va parler de Sony. Sony qui, vous le savez, dans les starting blocks pour lancer sa PlayStation 5, on le sait, c'est une certitude, elle va arriver d'ici la fin de l'année et on commence à avoir quelques petites informations, Emmanuel. Oui, effectivement. Alors, Sony a décidé d'ouvrir les précommandes. Alors, majoritairement aux États-Unis. Alors, c'est un peu un parcours du combattant, même pour précommander la PlayStation 5. Donc, en fait, il faut aller sur un site particulier Sony. Il faut avoir un ID Sony. Donc, en fait, faire partie de la famille Sony. Exactement. Donc, avoir un compte PlayStation online, en fait, PS Now, en fait, sur la PlayStation 4 ou 3 ou antérieure. Enfin, non, 3 ou 4, pardon. Et avec ça, après, on est averti par mail que, effectivement, c'est ouvert à précommande, qu'on a été élu et qu'on peut passer une commande. Alors, c'est une commande par personne avec 2 joysticks. Élu, ça fait un peu divin. Exactement. C'est un peu le principe, je pense, c'est du marketing bien rodé de Sony. Tu seras possesseur de la PlayStation 5, mon fils. Exactement. Alors, c'est ouvert aussi aux Européens. Mais. Alors, il y a un gros mais. Il faut que vous ayez une adresse de livraison aux États-Unis. Oula. Sinon, l'invitation vous est retirée et attribuée à quelqu'un d'autre. Donc, c'est assez compliqué comme dispositif. Et puis, pour ceux qui n'ont jamais eu de PlayStation et qui se disent je voudrais bien avoir une PlayStation 5, mais qui n'ont pas encore d'ID, puisqu'ils ne sont jamais connectés en ligne avec une PlayStation, il y a un autre parcours possible, mais qui a l'air encore plus compliqué. Donc, on voit bien que c'est un coup marketing de Sony pour essayer de prendre la température, voir l'intérêt que ça peut susciter. Et puis, d'autre part, comme l'expliquent les analystes, l'idée, et tu en as parlé tout à l'heure avec Samsung, c'est d'avoir peu de stock. Que tout de suite les PlayStation partent chez le client, entre guillemets, et de faire en sorte qu'il y ait une rotation rapide. Et donc les précommandes permettent de lisser un peu les stocks au moment où il faut commencer à faire tourner les usines à plein avec les problèmes liés à la pandémie et au coronavirus en Asie et maintenant même au Vietnam, puisque une partie de ces fournisseurs veut maintenant se mettre au Vietnam. Même si on sait que ce sera un carton assuré, cette PlayStation 5. Ça va dépendre du prix, parce que la précommande se fait sans connaître le prix. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs étonnant, ça. On précommande un produit. On ne connaît pas le prix. Et on ne connaît pas le prix. Exactement. Bon, après, cela dit, on peut annuler sa précommande si on le désire. Oui, évidemment. Mais comme il y a des analystes qui poussaient quand même des prix assez élevés sur la PlayStation 5. On disait 400-500 euros. Exactement. Qui existent en 2 modèles, rappelons-le. Il y aura un modèle avec, on va dire, pour les vieux. Pour les vieux. Pour ceux qui aiment bien les lecteurs Blu-ray et qui n'ont pas forcément une super bonne connexion. Voilà. Et puis ceux qui ont la fibre, eux, peuvent se permettre d'avoir une version complètement, j'allais dire dématérialisée, non, mais avec un gros disque dur. Sans lecteur Blu-ray. Exactement, ouais. Donc on va voir ce que ça donne, tout ça. Mais j'ai cru comprendre aussi que Sony mettait le paquet sur la préfabrication de cette Sony, parce qu'ils s'attendent peut-être à une pénurie, mais c'est le prix qui signera la fin de la récré, on verra bien. Tout ça donc d'ici la fin de l'année, bien sûr. Et puis de l'autre côté, Microsoft qui va sortir du bois avec sa nouvelle Xbox. Oui, dont on attend beaucoup aussi. Ouais.
Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour Microsoft, mais on aura l'occasion d'en reparler. L'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers jours, c'est aussi l'incroyable histoire de TikTok. Hein. Voilà, le gouvernement américain, par évidemment la présence de Donald Trump, ne veut plus TikTok sur le territoire américain. Voilà, donc c'est une histoire incroyable. Ouais. Tout ça parce que qu'est-ce qu'on reproche en fait à TikTok ? C'est de siphonner toutes les données personnelles des Américains, c'est ça ? Exactement. Et que ça puisse être utilisé par la Chine pour de l'espionnage, notamment sur certaines personnalités. Mais bon, ça semble un peu flou et pas très cohérent parce que, bon, vu la cible de TikTok aujourd'hui qui est plutôt du 15-25. Oui, on peut imaginer que tous les grands décideurs américains, a priori, ne sont pas sur TikTok. A priori, effectivement. Et ce qu'on a vu cet été, c'est du coup, beaucoup de sociétés se sont mises en avant, des sociétés américaines, pour acheter les activités américaines de TikTok. Donc ça a commencé au début par Microsoft. Sous l'impulsion de Trump d'ailleurs, hein, qui a dit vous pouvez racheter TikTok si vous voulez. Voilà. Et en fait, c'est la seule solution pour que TikTok reste aux États-Unis. Exactement. Rachetez-le. Voilà, et que ça devienne 100% américain au niveau du capital. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en plus, Donald Trump a dit mais si le deal se fait, c'est quand même grâce à nous. Donc on voudra qu'il y ait une grosse partie de la vente qui aille directement au Trésor. Donc comme s'il était banquier d'affaires, hein, donc c'est un peu troublant. En fait, ça fait VRP, quoi. Voilà, le gars exactement. Qui dit, c'est moi qui vous aide. Ouais, Je fais le deal, donc vous me donnez un peu d'argent quand même au passage, donc c'est un peu troublant. Et donc Microsoft s'est porté acquéreur. Après, il y a eu Twitter, mais bon, qui a quand même moins de cash que Microsoft. Puis Oracle. Alors Oracle, il faut savoir que Larry Ellison, le PDG d'Oracle, le fondateur d'Oracle, est un proche de Trump. Il a donné de l'argent pour la première campagne et puis là pour la campagne en cours. Donc il y a une proximité avec la Maison Blanche assez forte. Et puis, dernière en date, là, cette semaine, c'est Walmart, donc c'est l'équivalent de Carrefour aux États-Unis, qui a décidé de s'associer avec Microsoft en disant mais nous, c'est une cible qui nous intéresse pour essayer de faire en sorte que les jeunes viennent chez nous, dans les Walmart, acheter, faire leurs courses, puisqu'aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Hein. Les jeunes désertent ce genre de grande distribution. Je vois pas comment, grâce à TikTok, ils pourraient retourner dans les magasins, mais j'imagine qu'il y a on va dire des penseurs du marketing qui ont dû réfléchir à des choses. Alors, comme il y a beaucoup d'influenceurs, il suffit qu'à un moment donné, Walmart mette en place un réseau d'influenceurs sur TikTok en disant mais il y a des super promos. Mais ils pourraient le faire déjà, finalement. Ils pourraient le faire en se payant des campagnes sur TikTok. Ouais, exactement. Donc, mais c'est pas le cas parce que je pense que les influenceurs ont pas trop envie de rouler pour Walmart aujourd'hui. Bon, voilà. Et puis surtout, ce dernier grand mouvement s'intègre dans ce qu'on appelle la guerre des réseaux aux États-Unis. Il y a eu un programme lancé cet été qui s'appelle Clean Networks par l'administration américaine. Donc en fait, c'est sur 6 types d'activités. L'administration américaine veut nettoyer les réseaux. Alors ça peut être Clean Apps, donc là on nettoie les applications, donc ça concerne TikTok, mais probablement aussi WeChat, donc le système de messagerie chinois qui permet aussi de faire du paiement, qui est banni en fait des États-Unis. Alors qui n'est pas très présent aux États-Unis malgré tout. Sauf par la communauté chinoise ou le touriste chinois qui vient aux US pour acheter, parce qu'il y a certains magasins qui acceptent WeChat. Exactement, comme en France d'ailleurs. Et Alipay d'ailleurs aussi. Et Alipay, exactement. Après, dans les 6 autres, alors je ne vais pas en faire la tournée, mais il est fort probable que le deuxième ou la troisième étage de la fusée, ça soit ce qu'on appelle le Clean Cloud, donc nettoyer le nuage. Et là, c'est Alibaba qui risque d'être ciblé. Donc on attend de voir si Trump prend des décisions là-dessus dans les semaines ou mois qui viennent. Et puis précédemment, il y avait ce qu'on appelle le Clean Path. Alors là, c'était en gros les réseaux. Donc là, c'était la Huawei. On en a parlé maintes fois, on en reparlera. Hein, mais ça, c'était un des piliers. Et puis Clean Networks, donc Clean Carriers, pardon, qui est là, en gros, de dire à China Telecom, qui est présent sur le marché américain, de faire ses valises et de quitter le marché. Alors, ils ne sont pas là en propre, hein, ils ne vendent pas directement aux particuliers, mais à des entreprises du B2B, chinoises. des choses comme ça. Exactement. Ouais. Donc, on n'est qu'au début de la guerre, sauf si Trump perd les élections au mois de novembre. Hein. Alors, coup de théâtre, le PDG de TikTok, qui était fraîchement arrivé, qui était un ancien de Disney, qui, j'imagine, lorsqu'on lui a proposé ce job, s'est dit c'est chouette, j'ai un super boulevard parce que TikTok est un magnifique média qui cartonne, et bien a décidé de quitter le navire. Exactement. Là il y a quelques jours. Il y a quelques jours, il a démissionné. Alors Kevin Mayer, c'est quand même lui qui a lancé Disney+. Donc il avait le vent en poupe chez Disney. Ouais. Il espérait prendre la tête de PDG quand Bob Iger a annoncé sa démission. Manque de peau, il n'a pas eu le poste, et donc de fait il est parti pour diriger TikTok. Et là, manque de peau, TikTok se retrouve dans une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Lui, il a dit qu'il ne voulait pas être un peu l'otage de cette guerre entre les États-Unis et puis la Chine, et que ça ne l'intéressait pas d'être à la tête d'un groupe qui soit présent qu'aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, éventuellement Australie, mais que ça ne soit pas un groupe mondial. Et donc, il a annoncé sa démission il y a quelques jours, effectivement. Oui, c'est là où ça se complique, c'est qu'à terme, si effectivement TikTok est racheté aux États-Unis, on aurait 3 TikTok. Un TikTok chinois,
un TikTok qui s'appelle pas TikTok d'ailleurs, je crois. Non, c'est Douyin Voilà. en Chine. On aurait un TikTok européen. Oui. Finalement. Ouais, exactement. Et un autre américain, mais qui forcément ne serait pas connecté entre eux. C'est-à-dire C'est que pas très clair ça. c'est pas très clair. Ouais, ouais. Enfin, c'est une histoire Et c'est même incroyable. un peu plus compliqué que ça, pour en rajouter une couche, c'est que si TikTok vend ses activités aux États-Unis, qui est son siège social, il va falloir rapatrier le siège international très probablement à Londres. Et là, même à Londres, Boris Johnson dit nous, on veut bien, mais alors il faut mettre le cloud, donc les données, il faut les héberger sur le territoire britannique. Donc, est-ce que ça va plaire à la France, l'Allemagne, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très compliqué comme dossier. Hein. Ouais, incroyable cette histoire. Alors, outre TikTok, il y a aussi une autre bataille qui est passionnante, c'est celle que Apple est en train de mener contre certains développeurs d'apps qui en ont marre de payer cette fameuse dîme de 30%. On en a déjà parlé, Emmanuel, ces dernières semaines. Il y a eu d'autres sociétés, les Spotify, les Netflix, qui sont montés au créneau il y a quelques années. Ouais. Ça continue. Et cette fois-ci, c'est incroyable cette histoire, cette bataille, cette guerre entre Epic, immense développeur de jeux, et on va dire l'auteur de Fortnite, et puis Apple. Exactement. Et en fait, en plus, c'est une guerre à double étage aussi là. Donc, il y a Fortnite que tout le monde connaît, qui vient de lancer sa saison 4, qui était extrêmement attendue par les joueurs. Donc, tous ceux qui ont des iPhones aujourd'hui, ou des iPads, ou même des Macs, ne peuvent pas jouer à Fortnite saison 4. Ils restent bloqués sur la saison 3. Donc, ça commence à créer des crispations. Donc, la saison 4, pour ceux qui... ça s'appelle Nexus War. Donc, là, on peut utiliser des personnages de la galaxie Marvel, des super-héros, voilà, donc avec des skins, vous savez, on peut prendre les traits d'Iron Man, etc. Et donc ça, c'était vraiment très attendu par les joueurs. Et là, pour le coup, tous les joueurs iOS, donc sur iPhone et iPad et autres, sont frustrés de ne pas pouvoir jouer à cette saison. Alors Epic dit qu'effectivement, eux, ils veulent plus payer les 30% qu'ils versaient à Apple. Ils ont fait pareil chez Android de Google. La différence, c'est que si vous avez un terminal Android, vous pouvez aller sur d'autres stores pour télécharger quand même le jeu. Donc, oui, parce que sur Android, tout est moins verrouillé finalement que sur l'App Store. Donc vous pouvez aller sur le Galaxy Store, donc celui de Samsung, pour télécharger Fortnite par exemple. Vous pouvez aller en direct sur le site internet d'Epic. Ou même télécharger un APK, un point APK sur le web. Donc c'est plus souple du côté. C'est pour ça qu'on parle moins de la guerre avec Google. En revanche, avec Apple, vous passez par le store d'Apple et que par le store d'Apple. Donc si vous êtes banni, c'est fini. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Puis le deuxième étage, c'est que Epic en fait est connu dans le monde du jeu vidéo pour développer un moteur graphique qui s'appelle Real Engine. Et là, qui est utilisé par des développeurs tiers. Et qui est très, très performant. Très performant, exactement, très reconnu. Et qui pouvaient eux-mêmes être bloqués à cause de cette guerre commerciale. Et là, le juge a dit, autant on donne raison à Apple, ils peuvent bloquer Epic et Fortnite parce que Fortnite ne veut pas payer, autant Apple ne peut pas bloquer les éditeurs tiers, parce que alors là, ce serait des dommages collatéraux maximum pour beaucoup de startups. Et donc, a obligé Apple à laisser les développeurs tiers utiliser toujours le moteur graphique d'Epic. Oui, parce que le problème dans cette histoire-là, c'est que c'est Epic qui a allumé la mèche, en quelque sorte, et ça remonte, je crois, au début de l'année, lorsque le patron d'Epic a envoyé un mail un peu dur à toute l'équipe d'Apple en disant écoutez, nous, on en a marre de payer 30%. Ces 30%. Ce qu'on peut... Enfin... C'est compliqué de prendre parti dans cette histoire. D'ailleurs, c'est pas notre objectif, c'est pas notre but. Non. Mais on comprend les deux côtés, en fait, finalement. C'est ça. Avec quand même une chose qui va dans le sens un peu d'Epic, qui est que lors de l'audition du PDG Tim Cook d'Apple devant le Congrès américain, Tim Cook a reconnu qu'il y avait des accords spéciaux, notamment avec Amazon, et Amazon ne payait que 15%. Et je crois que même Netflix ou Spotify ont des accords spéciaux. Exactement, et sous condition, il a dit. Je crois que la deuxième année, il passe de 30 à 15% sur les abonnements. Sur les abonnements. Sur les abonnements. Sauf que là, c'est pas des abonnements. Non, ce sont des achats in-app. C'est du one-shot. Voilà, du one-shot. Et donc, en fait, tout le monde est en train de rentrer dans ce cas Amazon en disant mais nous, on veut les conditions d'Amazon. On veut 15%. Même sur de l'achat à l'acte et tout, puisqu'il faut respecter certaines conditions qu'on ne connaît pas. Et donc voilà, donc il y a un bras de fer important. C'est-à-dire qu'il y a deux poids deux mesures en fait finalement. Un petit peu. Il y a des pistonnés entre guillemets qui bénéficient d'un traitement de faveur, d'un traitement VIP, et puis un Fortnite qui brasse des milliards avec ce jeu, qui se retrouve, qui est gratuit par ailleurs quand même. Qui est gratuit, bien sûr, mais voilà. Mais on achète effectivement. Et à chaque fois, Apple se prend 30% sur la transaction. Et donc c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de transparence sur les conditions d'utilisation de l'App Store sur ce type de contrat commercial. Puis autre point, c'est rien de nouveau sous le soleil, parce que moi qui fais une école de commerce il y a très longtemps, on nous parlait déjà à l'époque, vous savez, de la guerre entre Leclerc et Coca-Cola. Coca qui voulait plus être distribué par Leclerc si Leclerc ne lui reversait pas suffisamment d'argent. Coca s'est retiré des linéaires, ils sont revenus après.
Donc voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues Oui, dans le bien monde sûr, bien physique, sûr. dans des négociations commerciales, avec des rapports de force. Puis à la fin, on trouve toujours un accord. Donc attendons de voir. Ouais. Qui a le plus à perdre dans cette histoire? Est-ce que c'est Apple qui, on va dire, prive ses utilisateurs du jeu numéro 1, Oui. sur toute plateforme confondue, ou est-ce que c'est Epic qui se prive de centaines de millions de dollars, puisque, rappelons-le, Oui, c'est en un fait, gros marché. l'iPhone ou même l'iPad est un vecteur en fait, de business impressionnant aussi Exactement. pour eux. Je pense que la clé, ça va être le consommateur, comme d'habitude, c'est-à-dire les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad. Est-ce qu'ils vont migrer, comme le demande Epic, sur d'autres plateformes, c'est-à-dire PC, Mhm, PlayStation, console de jeu en général, ou même sous un téléphone Android? bien sûr. Et s'ils le font massivement, Epic aura un peu gagné sa partie pour le coup. Après, il y a aussi, on va dire plus un problème de fond, c'est ces 30% pris par Apple sur toutes les transactions faites sur des appareils iOS. Est-ce que Apple va rester droit dans ses bottes ou peut-être être plus flexible à l'avenir avec certaines applis ou certains services? Parce qu'on voit que malgré tout, l'Union européenne commence à se pencher là-dessus. Oui. Ça commence à être un peu tendu. Alors encore une fois, l'Union européenne ne se penche pas sur le fait qu'il y ait 30%. L'Union européenne dit qu'il n'y a pas d'alternative. Mais voilà, mais C'est-à-dire que il n'y aura si je veux jamais pas- d'alternative. Alors, soit à un moment Ça donné, paraît compliqué. ça paraît compliqué. Sauf si à un moment donné, on peut télécharger l'application en direct sur le site d'Epic ou autre et bypasser, bypasser Mais là, ça serait la l'App Store. catastrophe pour Apple. Ça serait un peu la catastrophe, ouais, parce que c'est quand même le cœur Mais bien sûr. du business aujourd'hui pour le groupe. C'est une activité qui fait 67% de marge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si quand vous avez 100 euros, il y a 67 euros qui vont dans la poche directe de l'actionnaire d'Apple, en fait. C'est incroyable. Sans coût en face. Donc, c'est monstrueux, c'est une énorme machine à cash. Encore une fois, ce 30%, il n'est pas non plus totalement ahurissant. C'est ce que prend aujourd'hui les réseaux de distribution. Quand on vend un livre, par exemple, un libraire peut prendre jusqu'à 30% lorsqu'il vend un livre. Donc, c'est pas le terme de 30%, le taux de 30% n'est pas totalement fou. Ce qui est plus compliqué, c'est que c'est ça ou rien, et qu'on est dans un marché de duopolistique avec Google d'un côté, Apple de l'autre, et que chez Apple, il n'y a pas d'alternative. C'est vous passez chez moi ou vous n'avez plus le droit de rien faire. Et voilà, c'est ça. Ça chauffe en tout cas. On verra comment tout ça évolue dans les semaines et les mois qui viennent. On va parler maintenant de télécom. Et finalement, cette histoire rejoint un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure avec TikTok. TikTok banni des US bientôt. Huawei qui est banni, mais alors plus que ça, de tous les appareils avec Google à l'intérieur. Exactement. Huawei aussi qui commence à avoir de vrais problèmes en tant qu'équipementier réseau, Emmanuel, puisqu'il faut savoir que Huawei a deux activités. La fabrication de smartphones, les P30, P40, etc. Et puis, c'est un gros fournisseur d'équipements réseau pour la 4G, la 5G. Exactement, c'est même son métier historique, en fait. Bien sûr. Il est venu sur le tard sur les téléphones, mobiles. Donc, effectivement, comme tu le dis, ça reste encore le cœur du réacteur, pas en chiffre d'affaires, mais en rentabilité, quand même. L'équipement réseau, c'est extrêmement important pour Huawei. C'est les antennes, tous les appareils qui font que ça peut vous être la fibre captez. optique, ça peut être des DSLAM aussi. Oui, des routeurs. Des routeurs, etc. Oui, ils ont à peu près tout. Donc, ils sont excellents en plus. C'est ça qui est terrible. Ils sont plutôt bons, Ils sont plutôt bons dans ce domaine-là. Ils ont beaucoup de recherche et développement, beaucoup d'ingénieurs. Donc ils mettent beaucoup d'argent sur la table. Exactement. Ils investissent beaucoup dedans. Et là, effectivement, Bouygues Telecom, qui a annoncé ses résultats semestriels, a dit qu'ils avaient reçu des autorisations de déployer quelques antennes 5G sur le territoire français. Alors, ils ont dit qu'ils ont eu des refus, par exemple, sur 4 villes, Strasbourg, Toulouse, Rennes et Brest. Alors, pourquoi ces villes-là ? Par exemple, Brest, c'est aujourd'hui une zone militaire. Donc, c'est compliqué de mettre du Huawei pour des questions de sécurité nationale, selon le gouvernement, à Brest. Toulouse, c'est Airbus. Donc là aussi on peut se dire il peut y avoir des questions de sécurité. Et Rennes, par exemple, c'est là où il y a un grand siège de tout ce qui est cyber pour le militaire, développer le cyber-offensif. Là, c'est extrêmement sensible. Donc, donc c'est des zones. Et Strasbourg, on peut imaginer que l'Europe, c'est un peu la plaque tournante. Exactement. Il y a beaucoup de décisions européennes qui sont prises là-bas. Donc, effectivement, on peut imaginer que c'est lié probablement à un centre de décision européenne. Donc, en tout cas, ces 4 villes-là, c'est non. 4 autres villes sur lesquelles ils ont eu un accord. En tout cas, ce ne sera pas l'équipement Huawei. Il y aura sans doute de la 5G, mais avec d'autres équipements. Ou Nokia, effectivement. Après, il y a eu une autorisation jusqu'en 2023 sur 4 autres villes dont ils n'ont pas donné le nom, une autre autorisation pour utiliser du Huawei dans 9 autres villes jusqu'en 2025, et en revanche, à partir de 2028, plus de Huawei nulle part. En tout cas, en zone dense. Donc là où il y a beaucoup d'habitations. En zone moyennement dense ou peu dense, ils peuvent continuer à utiliser du Huawei. L'idée de ce qu'on comprend, c'est qu'il ne faut pas mettre du Huawei là où il y a des centres de décision politique et économique en raison d'éventuels problèmes d'espionnage.
Ouais, sauf que la France est quand même assez décentralisée, même si on lui reproche de ne pas l'être assez. Il y a plein de régions où il y a des pôles d'excellence, hein, Grenoble, la Côte d'Azur, enfin il y en a un peu partout. Après, Ça devient un casse-tête incroyable. Ça devient un casse-tête incroyable. C'est où on met le curseur. Mais voilà, c'est ça. Et ça, c'est discrétionnaire, c'est au gouvernement de le faire en s'appuyant sur la loi qui a été votée, dite loi anti-Huawei, justement pour... Parce qu'il y a la 5G, Emmanuel, mais il y a aussi la 4G qui est déjà bien implantée, qui est très très bien implantée avec du matériel Huawei. Avec du matériel Huawei, donc il va falloir le désinstaller pour s'asseoir SFR ou Bouygues. Ça va coûter une fortune cette histoire. Alors Bouygues a dit, en fait, en le lissant sur 8 ans, donc entre 2020 et 2028, le coût est absorbable. Mais ils ont dit qu'ils avaient quand même ouvert des négociations avec le gouvernement pour avoir un fonds de compensation. Oui, une espèce de subvention. Voilà, parce que c'est le gouvernement qui les oblige. Voilà, exactement. Ils veulent de l'argent. Par ailleurs, il y a un autre volet qui est un volet juridique. Ils ont essayé d'attaquer, et ils attaquent encore le gouvernement pour essayer de faire sauter ces obligations-là. Donc il y a un volet, on essaye de taper. Puis un volet plutôt conciliant en essayant d'avoir de l'argent avec le gouvernement pour compenser cette désinstallation d'antennes et réinstallation probablement de Nokia et d'Ericsson. On parle de Bouygues Telecom, mais Orange est aussi impacté, mais pas en France. Dans d'autres pays, Orange a des équipements Huawei. Free aussi. Free, par exemple, alors pardon, excusez-moi, c'est pas Free, à chaque fois j'ai un peu de mal. Enfin, c'est en partie Free, c'est-à-dire qu'en Irlande, Free est actionnaire de RTR, donc qui est un opérateur télécom important. Ils ont du Huawei, par exemple, en Irlande. Donc indirectement, ils sont touchés au niveau irlandais. Et là, c'est Xavier Niel en direct, il est touché sur Monaco Télécom qui utilise que du Huawei pour le coup en 5G. Mais Monaco Télécom a dit OK. Donc Monaco, pardon. Donc ils ont déployé. Comme il y a une souveraineté monégasque, il n'y a pas de problème. Et puis SFR, et SFR est touché effectivement. Touché aussi puisque SFR a pas mal d'équipements 4G et peut-être 5G aussi. Alors et puis il y a un deuxième étage de la fusée qui est de dire que si Huawei n'arrive plus à s'équiper en composants à cause de l'administration Trump qui dit plus de composants américains dans les produits Huawei, et ben en fait ils pourront même plus s'équiper peut-être en 3G ou en 4G très très vite. Donc là, vous avez par exemple une antenne Huawei qui fonctionne, elle tombe en panne. On n'aura pas la pièce de rechange. Il y a des craintes. Alors, Bouygues, Olivier Roussat, le DG adjoint de Bouygues, a dit il y a des stocks. Huawei est suffisamment malin pour avoir assuré un stock important. Et donc, ils disent à court terme, il n'y a pas de souci s'il arrive des problèmes sur les antennes 4G, 3G. Incroyable histoire, quand même. Quand on prend un peu de recul, c'est complètement dingue. Merci beaucoup Emmanuel. Merci François. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express pour évidemment commenter l'actualité tech de cette semaine. De quoi je mêle se poursuit. Et notre premier invité pour cette rentrée 2020 sera Guillaume Berlemont, qui est le porte-parole de Samsung France pour tout ce qui est mobilité chez Samsung, smartphone, etc. Et on verra un peu toutes les nouveautés qui ont été annoncées ces dernières semaines, avec notamment le seul smartphone avec un stylet qui marche bien. Il s'agit du Galaxy Note 20. Et puis on reviendra sur la 5G et puis sur cette période un peu étonnante de confinement. Comment a vécu Samsung cette période Covid? C'est dans un instant. Merci de nous suivre. À tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.